Vous regardez 64 minutes, bienvenue, place au débat de cette émission. Ce 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. En quoi cette liberté de la presse garantit une liberté pour tous et pour toutes? Vous vous posez peut-être la question, eh bien nous allons tenter d'y répondre avec mes invités. Bonsoir Dominique Pradalier. Bonsoir à toutes et à tous. Et voilà, vous êtes la présidente de la Fédération internationale des journalistes, la FIJ, une organisation qui représente 600 000 journalistes à travers le monde. C'est bon pour les chiffres. Et elle a été créée en 1926 et donc vous allez célébrer ce centenaire cette semaine à Paris avec des confrères et des consoeurs. À vos côtés, Zied Dabar, bonsoir. Bonsoir. Président du syndicat des journalistes tunisiens, le SNJT, et vous arrivez tout droit de Tunis. Donc merci d'être avec nous, à peine sorti de l'avion. Et en face de vous, Jean-Samuel Mentor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un journaliste en exil, vous avez été obligé de fuir votre pays, Haïti. Alors je vais vous demander à tous les trois de répondre à une question très simple et peut-être un peu compliquée quand même. Pourquoi les journalistes sont importants? Je vais vous laisser réfléchir 30 secondes. On va regarder ce petit clip. Voilà, des informations qui disparaissent. Alors cette campagne de clips, de cartoons est soutenue par Cartoon for Peace, justement, et par Reporters sans frontières que vous connaissez. Alors, réponse à ma question. Qui veut commencer? Dominique Pradalier. C'est important que les citoyens aient des journaux, qu'ils soient imprimés, qu'ils soient radio, qu'ils soient télé, pour les informer du monde dans lequel ils évoluent. Et chacune et chacun, en les écoutant, en les regardant, doit pouvoir se faire une idée de ce qui se passe autour de lui, autour d'elle, et de dire voilà ce qui va emporter ma décision. En matière de climat, en matière de santé, en matière politique, Donc la pluralité de l'information, la diversification des points de vue, vous êtes d'accord? Oui, parce que partant du fait que le devoir du journaliste, c'est d'informer. Donner une information fiable, indépendante et parfois instantanée. L'importance des journalistes aujourd'hui, du journalisme, réside encore dans l'espace numérique et l'ère numérique. Aujourd'hui, les intox et les infox et les informations non vérifiées qui circulent sur les réseaux sociaux, entre guillemets, c'est la part de son journalisme, le monde sera peut-être face à un phénomène oui, on va y revenir. Face à un phénomène de camouflage de la vérité. Voilà, une désinformation. Voilà. Et c'est vrai que tous les médias, commencés par TV5 Monde, on s'empare de ce problème, enfin de ce problème qui a été amplifié avec les réseaux sociaux. On va y revenir évidemment. Et Jean-Samuel Mentor, vous, votre métier, vous a fait risquer votre vie. Donc pour vous, qu'est-ce que ça représente? Ouais, ça représente, c'est capital pour nous. Surtout, j'ai grandi dans un pays où tout le monde est connecté avec l'information. Et tous les matins, on essaie de zapper pour voir quelle est la nouvelle, qu'est-ce qui est dit dans la radio. Et imaginons si on n'a pas de médias, de journalistes en Haïti, ou si tous les médias sont confondus et donnent qu'une seule information. Donc du coup, nous, cette population-là, on ne serait pas informés tous les matins pour sortir chaque matin. Et j'ai grandi avec ça. Et pour moi, c'est capital, c'est total pour avoir une presse indépendante et des journalistes qui informent une population de manière vraiment objective. Oui, là, il y a vraiment une fonction existentielle, savoir avoir l'information pour ne pas risquer sa vie. Et pourtant, on va voir qu'il y a eu des constats. Alors, effectivement, cette semaine, on est revenu avec le rapport de Reporters sans frontières, avec une carte qu'on va découvrir tout à l'heure, celle donc de votre Fédération internationale des journalistes. Mais déjà, dans tous les pays, on voit que tout est en train... Donc ça, c'est les journalistes et travailleurs des médias assassinés en 2025. Avant, on voit que c'est de plus en plus important. C'est vraiment de plus en plus dramatique. Vous dites, Zied Dabar, le journalisme est en danger. C'est vrai qu'en Tunisie, on a parlé en première partie de Zied Eni, qui est un journaliste très connu en Tunisie, qui a été arrêté. Mourad Zeghidi, TV5 Monde a invité ses proches. Lui aussi, il a été incarcéré. Vous êtes inquiet aujourd'hui? Oui, parce que partant du fait que l'inquiétude ne concerne pas uniquement le secteur de la presse en Tunisie. Aujourd'hui, tout le monde est devenu un peu, entre guillemets, un peu fou. On entend toujours, ça a été très difficile d'entendre un journaliste en prison, dans les pays occidentaux par exemple. Aujourd'hui, sur la base des tweets, sur la base de quelques réactions sur les réseaux sociaux,
Il y a même des gens, des simples citoyens, des journalistes qui se font emprisonner. Il y a 500 journalistes en prison actuellement dans le monde. Dans le monde. Et on pense à Christophe Glaise, notre... J'allais vous parler de Christophe Glaise, condamné en Algérie 7 ans de prison pour avoir fait son travail de journaliste. Il est en prison. Oui, pour le cas de nos collègues, le problème qui se pose, c'est que pour nous, en tant que syndicat, en tant que secteur de la presse, c'est quelle loi devrait-on appliquer pour le journalisme en Tunisie? Jusqu'aujourd'hui, on applique un arsenal juridique qui n'a rien à voir avec la loi de la presse, qui est le décret, en l'occurrence, de décret 115. C'est la loi c'est le seul acquis peut-être juridique pour nous en tant que journalistes. Sur le plan juridique, c'est le seul acquis de la révolution. Aujourd'hui, on a des gens en prison sur la base du code antiterroriste, par exemple, et sur la base de décret 54. Le problème qui se pose, c'est que jusqu'à où on va avec cette mentalité ou bien avec cette stratégie des autorités publiques qui rejettent catégoriquement l'application des décrets du métier. C'est ce qu'on revendique finalement, c'est que les autorités soient fidèles à leur discours. Si vous prenez pour un discours des libertés, donc la liberté devrait être respectée dans la réalité. Pour moi, un problème international, c'est ce qui gêne le plus. C'est pourquoi que j'ai dit un danger. Un danger aujourd'hui. Parce qu'il y a une comment certaine on utilise la justice. Banalisation de l'emprisonnement des journalistes, des attaques contre les journalistes, partout dans le monde, et surtout dans des pays soi-disant démocratiques, comme les États-Unis. On a un président de la République qui s'attaque aux journalistes, par exemple. Oui. On a un porte-parole de la Maison-Blanche qui s'attaque et il fait des grimaces, par exemple, et elle s'attaque frontalement aux journalistes. On a partout dans le monde, on a des journalistes qui se font assassiner à Gaza pour la simple raison. Oui, alors on va y revenir effectivement, Zed. Mais d'abord, déjà, reparlons un mot de Christophe Glaise, 7 ans de prison ferme, on l'a dit. Comment peut-on faire? Il y a une mobilisation, on le voit en France et pas seulement dans les différents médias, notamment TV5 Monde. Est-ce que vous êtes inquiète, Dominique Pradalier? Écoutez, la FIGE tire la sonnette d'alarme et dit aux citoyens de France, nous y sommes, et du monde entier, mobilisez-vous pour avoir des journalistes dignes de ce nom. Aidez-les, soutenez-les, lisez, écoutez, faites des manifestations. C'est pour vous, citoyennes et citoyens, que les journalistes travaillent. C'est pour l'intérêt général. Et nous avons... ça, on l'oublie un peu? Pardon? On l'oublie un peu? Je crois qu'on l'oublie un peu. Je crois que c'est un petit peu comme l'air ambiant. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'air ou qu'il y a de mauvaise qualité, là, on se rend compte. Mais c'est quelquefois trop tard. C'est quelque chose de naturel. Eh bien non. Être journaliste, c'est pas naturel. C'est une vocation. C'est une mission. Ça demande des sacrifices aussi, parfois. Oui, mais c'est surtout pour l'intérêt commun. Alors ces sacrifices, malheureusement, c'est aussi des journalistes morts. On va revoir cette carte. 128 journalistes tués en 2025, 74 au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Avant de revenir sur des situations plus particulières, Jean-Samuel Mentor, vous avez dû quitter votre pays parce que vous étiez menacé, vous auriez pu être tué. Ah oui, effectivement, on était obligé de quitter Haïti et parce qu'on est journaliste, parce qu'on partage, on donne les informations qui ne plaisent pas à d'autres groupes. Donc, du coup, j'étais obligé de quitter Haïti, malgré que j'étais en collaboration avec des médias ici français, et j'étais obligé de quitter Haïti depuis 2023. 2022, je suis arrivé ici, et 2023, j'étais là pour un prix, le prix Bayeux, et j'étais obligé de retourner. Vite fait, retourner en Haïti et retourner vite fait en France. Voilà, la dangerosité du métier. Alors, on voit dans cette carte et dans ces chiffres que vous publiez pour cette fédération, 44% de ces décès ont lieu dans la bande de Gaza en Palestine, donc c'est en 2025. On va voir un dessin de presse qui illustre malheureusement cette réalité. Dominique Pradalier, aujourd'hui, les journalistes sont pris pour cible plus que jamais à Gaza. C'était le cas dans le sud du Liban aussi. À Gaza, c'est systématique. Nous avons des dossiers qui sont devant la Cour pénale internationale de La Haye, d'ailleurs, crime de guerre. Tuer un journaliste, un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Et on a des dossiers, bien évidemment, ils sont spécifiquement visés pour les empêcher de témoigner du génocide en cours. Et c'est pour ça que la presse internationale est interdite à Gaza. Pour vous, ils sont des cibles, et bon, génocide, pour l'instant, c'est effectivement pas attesté, prouvé, mais sont vos mots. Ça, je peux vous le dire, par le programme Lavender, par exemple, tous ces programmes de surveillance que nous avons, et nous
avons, je vous le disais, publié il y a 3 jours un rapport extrêmement complet. La surveillance systémique et sans précédent menée dans le monde entier, où les courriels classiques de phishing, les faux sites web coexistent désormais avec les logiciels espions au niveau de l'État, compromettant la sécurité des journalistes et des sources. C'est sur cette base de programme Lavender qu'on géolocalise, vous, moi, par Pegasus, les gens de Gaza par Lavender, comme quoi, et qu'on les tue. On dit, ils sont là, paf, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Comme quoi, c'est toujours un quatrième pouvoir, parce que parfois on pourrait se demander, est-ce que les journalistes servent encore à quelque chose, vu qu'on est inondé d'images, de récits, de narratifs. Le fait que les journalistes soient ciblés ou soient interdits de se rendre dans certaines parties du monde ou dans des conflits, d'abord ça montre cette importance encore aujourd'hui. Vous disiez, on est inondé d'images, mais les réseaux sociaux sont le domaine des tricheurs de tout poil. Avec les images, avec les contextes. Oui, mais parfois, ils permettent aussi de révéler ce qui se passe. Si vous arrivez à savoir que ce qui est dit là est vrai, tant mieux. C'est un peu ce qu'on Zied sur cette question-là. Parce qu'il y a bien un blackout total de la part de quelques médias de ce qui se passe à Gaza. Pour la simple raison, à chaque fois qu'il y a un conflit auquel Israël est impliqué, donc il y a soi-disant une certaine ligne rouge à ne pas dépasser, ne pas parler de cette guerre. Et il y a dans une certaine mentalité que le conflit israélo-palestinien a commencé avec le 7 octobre, ce qui n'est pas vrai. Donc ce blackout a été, comment dirais-je, compensé par les réseaux sociaux. Il y a des journalistes qui ont créé leur propre boîte, qui ont monté leurs propres médias sur les réseaux sociaux. Parce que les journalistes étrangers ne pouvaient pas se rendre dans la bande de Gaza. Voilà. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de mentalité, d'opinion publique. Malheureusement, il y a dans quelques pays, dans quelques régions, l'opinion publique, elle est favorable aux attaques contre les journalistes pour la simple raison que le journaliste ne dise pas quelque chose de vrai. Ce qui n'est pas le cas dans notre cas. Et alors donc ça recule partout, on l'a dit, et notamment aux États-Unis, on l'évoquait avec vous il y a un instant, la liberté de la presse est en recul, et c'est vrai qu'on voit la désinformation, une vérité alternative. Donald Trump participe à un grand show médiatique. Alors, il donne des conférences de presse un peu tout le temps sur le tarmac. Il y a aussi une collusion avec des sites parodiques, on va en voir une, qui est trafiquée par l'IA. Là, c'est dit. Ça, l'IA, c'est pour vous le plus grand danger aujourd'hui ? Oui, ça reste l'IA avec l'évolution. Moi, je parlais avec d'autres confrères, je me demande en 2030, comment on va faire? Parce que, on disait, est-ce que tout le monde va accepter, OK, la désinformation, c'est normal? Est-ce que ça va être fait? Parce qu'avec l'IA, les deepfakes, le chat GPT, tout ça, voilà. En quelques secondes, on peut fabriquer une information, une fausse information. Et c'est criant de vérité, là, on est en train de voir. Donc là, on voit bien, c'est parodique. Donc là, ça nous alerte. Et c'est bien marqué sur la vidéo que ça a été fait par l'intelligence artificielle. Mais parfois, pour le moment, oui. On ne sait pas. C'est ça la complexité. C'est encore complexifié notre métier. Sinon, ce qui nous impose un effort supplémentaire. Tout ce qui est la vérification des sources, tout ce qui est la vérification de l'information. Et le plus grand danger maintenant, c'est l'impunité des assassins journalistes. C'est pour ça que vous avez tant de journalistes assassinés. C'est que l'impunité est totale, il n'y a aucune loi internationale spécifique de protection des journalistes. Et c'est un cheval de combat pour vous? Ah ben total, nous avons, avec des juristes internationaux, établi une convention internationale contre l'impunité, qui est très concrète et qui, si les pays sont assez nombreux pour la soutenir publiquement, devrait être adoptée et mise en œuvre par les Nations Unies. Il y a 3 points concrets. Un bilan international permanent de surveillance de ce qui se passe pour les journalistes, l'obligation pour chaque pays de dire chaque année ce qu'il a fait pour la liberté de la presse, et enfin des commissions internationales d'enquête qui pourraient aller dans tous les pays où des journalistes ont été assassinés en toute impunité, mener enquête, attraper les assassins et les commanditaires et les mettre devant la justice. Voilà, la France ne s'est pas encore prononcée, j'espère qu'elle va le faire, c'est la patrie des droits de l'homme, elle devrait le faire. Mais beaucoup de pays doivent le faire, et ce sera le seul moyen juridique international. Et dans ce centenaire que nous commémorons là, lundi, nous aurons un panel de juristes internationaux pour compléter cette convention par un réseau
sommitale pour faire de un peu du travail lobbying, on va le dire vraiment, pour le et c'est droit important. des Merci. journalistes. Le droit des journalistes. Merci infiniment à Merci. vous trois d'avoir accepté notre invitation.